Donc vous êtes persuadé que les écologistes, que les communistes et qu'une grande partie des socialistes finira par revenir derrière vous, Jean-Luc Mélenchon? Il paraît même que vous leur donnez se mettent à imposer un ultimatum. Ils ont jusqu'au mois de septembre ou octobre pour décider. Moi, je suis persuadé de rien. Je me bats politiquement. La seule chose que les appelez, quoi. La seule chose que je peux vous dire, Madame Chabot, c'est que aujourd'hui, toutes celles et ceux qui veulent être fidèles à l'esprit du nouveau Front populaire, à son programme, qui a quand même arrivé à fait élire le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale en 2024, à gagner les élections. Bon, tout ça qui veut être fidèle à cet esprit, à ce programme, aujourd'hui, ceux qui portent cet esprit, ceux qui portent ce programme, c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon et c'est le programme que nous allons porter dans cette élection présidentielle. Donc je dis que s'ils veulent être cohérents dans leurs engagements, à mon avis, évidemment, c'est là que ça se passe. Manuel Bompard fait de nouveau parler de lui. Face à plusieurs journalistes déterminés à le pousser dans ses retranchements, le coordinateur de la France insoumise n'a pas reculé d'un seul centimètre. Une fois encore, les mêmes accusations reviennent. On accuse la France insoumise de diviser le pays, d'accentuer la confrontation dans le débat politique et de défendre une ligne beaucoup trop radicale. Pourtant, lorsque Manuel Bompard répond avec des faits précis et des arguments concrets, les journalistes semblent soudain beaucoup moins à l'aise. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout cela. Mais avant de commencer, si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, car votre soutien m'aide à continuer de créer ce type de vidéos. Et pour commencer, nous allons voir comment Manuel Bompard rappelle une vérité que certains préfèrent éviter. Aujourd'hui, des milliers de millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu, pendant que le pouvoir continue de demander toujours plus de sacrifices au reste de la population. C'est pas LFI qui conflictualise plus que le Rassemblement national. Mais en fait, ça dépend ce que ça veut dire conflictualiser. Moi, j'assume que dans une campagne présidentielle, il y a des clivages entre des propositions politiques différentes. C'est le principe de la démocratie. La démocratie, on n'est pas tous d'accord, on propose des... si c'est ça que vous appelez conflictualiser, moi je revendique le fait que le programme que je défends, il déplaît à un certain nombre de Françaises et de Français. J'imagine que les 13 000 millionnaires qui payent aujourd'hui 0 impôt sur le revenu en France, on va être très content si notre programme arrive au pouvoir parce qu'ils vont se mettre à payer des impôts. Mais c'est peut-être plutôt normal qu'ils se mettent à payer des impôts. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc si c'est ça que vous appelez de la conflictualisation, bon. Mais moi, en tout cas, je souhaite un programme qui rassemble l'ensemble des Françaises et des Français sur les défis qui sont les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Peut-être qu'il rassemble d'autres partenaires politiques. Clémentine Autain, qui était chez vous, prend acte hier de l'échec de la primaire de la gauche. Elle renonce à être candidate et elle ouvre la voie à un soutien à Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on connaît leur désaccord. Vous lui dites ce matin, Clémentine revient à la maison, c'est ça? Elle fait évidemment ce qu'elle veut. Je lui dis qu'il y a 330 000 personnes qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qu'il y a des personnes supplémentaires qui veulent s'engager dans cette campagne, c'est une bonne chose. Après, je veux faire remarquer que il y a aujourd'hui des gens, après le vote qui a eu lieu jeudi soir au Parti Socialiste, qui a tourné le dos en fait à cette idée qui, de mon point de vue, était morte-née de primaire, de petite primaire. Le Parti Socialiste a en quelque sorte enterré définitivement cette primaire. Et il y a des gens qui réalisent à ce moment-là que le Parti Socialiste est, depuis la dernière élection législative de 2024, s'est engagé dans une forme de réorientation, de changement d'alliance avec la Macronie. Et pardonnez-moi, mais ça fait longtemps qu'on le sait. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous-mêmes nous n'étions pas favorables à ce dispositif, parce qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui ont fait la NUPES avec nous et qui l'ont détruite un an plus tard. Ensuite, on fait le nouveau Front populaire avec nous et l'ont détruite un an plus tard pour aller sauver la Macronie et laisser passer les budgets dont on est en train de mesurer aujourd'hui les conséquences. Donc il faut de la clarté dans le combat politique. Voilà toute la différence entre les slogans médiatiques et la réalité politique. On accuse Manuel Bompard de diviser le pays, mais dès qu'il demande des faits précis, l'accusation devient beaucoup moins solide. Défendre un programme différent de celui du gouvernement, ce n'est pas attaquer la démocratie, c'est simplement le débat politique. Et ce qui dérange vraiment ses adversaires, ce n'est pas son ton, mais ses propositions. Évidemment, les millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu ne veulent pas voir la France insoumise arriver au pouvoir. Pour eux, le système fonctionne très bien. Mais pour les Français qui travaillent et voient leur pouvoir d'achat reculer, la réalité est bien différente. Bompard adresse aussi un message clair au Parti Socialiste qui l'accuse de s'être rapproché de la Macronie. Et maintenant, Arlette Chabot va tenter de le présenter comme quelqu'un qui impose un ultimatum à toute la gauche. Donc vous êtes persuadé que les écologistes, que les communistes et qu'une grande partie des socialistes finira par revenir derrière vous, Jean-Luc Mélenchon? Il paraît même que vous leur donnez se mettent à imposer un ultimatum. Ils ont jusqu'au mois de septembre ou octobre pour décider. Moi, je suis persuadé de rien. Je me bats politiquement. La seule chose que la seule chose que je peux vous dire, Madame Chabot, c'est que aujourd'hui, toutes celles et ceux qui veulent être fidèles à l'esprit du nouveau Front populaire, à son programme,
qui a quand même arrivé à fait élire le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale en 2024, a gagné les élections. Bon, tout ça qui va être fidèle à cet esprit, à ce programme. Aujourd'hui, ceux qui portent cet esprit, ceux qui portent ce programme, c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon et c'est le programme que nous allons porter dans cette élection présidentielle. Donc je dis que s'ils veulent être cohérents dans leurs engagements, à mon avis, évidemment, c'est là que ça se passe. Dans un instant, Olivier Beaumont, une question sur le budget de l'armée de la défense. Juste avant, on parlait le primaire, Ségolène Royal, le retour sans ego, beaucoup d'humilité, écrit-elle, pour être candidate dans la future primaire socialiste. Bah, là aussi, vous répondez comme Jean-Luc Mélenchon, je m'en fous. Bah, c'est l'affaire des socialistes de savoir qui sont les candidats dans leur primaire et qui vont désigner ou ne pas désigner. Je ne sais même pas si M. Glucksmann va participer à la primaire qui a été taillée sur pièce pour lui. Donc là, j'ai envie de dire qu'il se débrouille. Nous, on est en campagne, si je peux me permettre. Il y a 9 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Excusez-moi de vous dire que moi j'ai plutôt envie de passer mon temps à essayer de convaincre les Françaises et les Français. 14 juillet, défilé dernier pour Emmanuel Macron en tant que chef d'État et donc un budget de la défense aussi des armées. Il y a eu une grosse démonstration de force sur les Champs-Élysées mardi. Le 1er juillet, une nouvelle rallonge budgétaire a été accordée sur le budget militaire de la France, 36 milliards de plus. Ça fait une enveloppe totale quand même de 436 milliards d'euros mobilisés jusqu'à 2030. Vous avez voté contre la France Insoumise, que vous nous expliquez pourquoi. Et puis si demain Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir, ça ressemblerait quoi l'armée française ? Alors, il y aurait moins de militaires, moins de soldats ? Alors d'abord, on a voté contre, vous avez raison, et on a expliqué pourquoi, mais je veux bien le refaire devant vous, tout simplement parce que, en fait, normalement, on devrait raisonner en partant d'abord de quelles sont nos priorités en matière de défense, par là même de faire une évaluation de quels sont nos manques, et à ce moment-là, de décider d'investissement. Bon, ça, ce serait la manière avec laquelle on devrait réfléchir si on fonctionnait de manière intelligente. Qu'est-ce qui s'est passé là en vérité ? En vérité, ce qui s'est passé, que le gouvernement ne veut pas admettre, mais c'est quand même la réalité factuelle, vous pourrez la vérifier, c'est que M. Trump est venu et a dit, écoutez, si vous voulez qu'on garde l'OTAN et que vous puissiez continuer à travailler avec moi dans cette alliance qui est à mon avis une alliance périmée, il faut que vous passiez votre budget de la défense à 5% de votre PIB. Alors, M. Macron, au début, M. Lecornu, qui était ministre de la Défense à l'époque, a dit non, il n'en est pas question, ça sert à rien en fait, on n'a pas besoin de 5% du PIB. Puis après, comme M. Trump lui a mis la pression, il a cédé, il a dit d'accord, on va augmenter notre budget de la défense. Mais personne n'est capable de vous dire pour faire quoi. Encore une fois, les journalistes tentent de transformer une position politique claire en accusation. Manuel Bompard ne demande pas aux écologistes, aux communistes ou aux socialistes d'obéir à Jean-Luc Mélenchon. Il leur demande simplement de respecter les engagements pris devant les électeurs du nouveau Front populaire. On ne peut pas promettre une rupture avec la Macronie pendant la campagne, puis soutenir sa politique une fois l'élection terminée. C'est cette contradiction que Bompard dénonce. Interrogé sur une nouvelle primaire socialiste, il répond clairement que la France insoumise ne perdra pas son temps dans les arrangements internes du Parti socialiste. La discussion va maintenant porter sur l'augmentation du budget militaire. Et Bompard va poser une question simple. À quoi servira réellement tout cet argent ? Donc, il y a un contexte international quand même qui est très tendu. Il y a le front, il y a l'Iran, mais il y a le front ukrainien aussi. On rattrape quand même aussi. Mais Monsieur Beaumont, le problème n'est pas le montant du budget. Le problème, c'est à quoi ça sert. Parce que moi, je vais vous dire, je peux dépenser 100 milliards d'euros. Attendez, écoutez-moi. Je peux dépenser 100 milliards d'euros à acheter des arcs et des flèches. Et je vous promets qu'on ne sera pas mieux défendu que ce qu'on est aujourd'hui. Donc le problème n'est pas le montant, le problème c'est pourquoi faire. On nous dit qu'on a une vulnérabilité en matière par exemple de cybercriminalité. Bon, alors là, pourquoi pas ? Réfléchissons aux investissements qu'on fait pour être mieux protégés en matière de cybercriminalité. Mais avant de demander un montant, une enveloppe, on dit pourquoi faire. Enfin, on le fait dans n'importe quel sujet. Pourquoi on ne le fait pas dans le sujet de la défense ? Donc, pour répondre à votre question, à quoi ça ressemblerait ? Ça veut dire on doit être en capacité de se défendre. Ça, il n'y a pas de sujet. Évidemment qu'il faut être en capacité de se défendre. Mais pas question de dépenser des dizaines de milliards d'euros pour commencer à s'engager dans des dépenses militaires pour nous amener dans des aventures guerrières derrière les chars de M. Trump et des États-Unis d'Amérique. Ça, il n'en est pas question. Vous pourriez revoir la loi de programmation militaire, justement ? Il faudra la revoir, évidemment. Et donc, à la baisse ? À la baisse, alors. Oui. Il faudra la revoir pour mettre les investissements au bon endroit. Ça sera sans doute à la baisse, mais en fait, c'est même pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'est pourquoi faire. Voilà. Et pas pour aller dans des guerres conventionnelles déclenchées par Trump aux quatre coins du monde, parce que la France, ça n'a rien à gagner à ça. On accueille Frédéric Delpech du service politique de TF1 LCI pour ces questions du tac au tac. Si Frédéric veut bien venir, questions et réponses courtes, juste pendant que Frédéric s'installe. Le 14 juillet, le défilé, vous le maintiendrez si vous arrivez au pouvoir ?
Le 14 juillet, je rappelle que c'est... Le défilé. C'est d'abord fêter l'anniversaire de la prise de la Bastille, la Révolution française. Heureusement qu'on va le maintenir. Très bien. La réponse de Manuel Bompard est difficile à contester. Il ne dit pas que la France doit renoncer à se défendre. Il explique simplement qu'un budget militaire ne peut pas se résumer à un chiffre annoncé devant les caméras. Dépenser davantage ne signifie pas automatiquement être mieux protégé. Comme il le rappelle avec ironie, on pourrait investir 100 milliards d'euros dans des arcs et des flèches sans renforcer la sécurité du pays. Ce qu'il réclame, c'est une stratégie claire. Identifier les véritables menaces, investir dans la cybersécurité et protéger l'indépendance de la France, au lieu de suivre Donald Trump dans des guerres décidées à Washington. La suite sera plus rapide. Un nouveau journaliste va l'interroger sur le défilé du 14 juillet. Je rappelle que la Révolution française, c'était quand même l'abolition des privilèges. Ce serait bien que certains s'en rappellent. Ouais. Question-réponse courte, Frédéric. Alors, Éric Ciotti a écrit au président de la FIFA pour demander une minute de silence avant la demi-finale France-Espagne le 14 juillet pour commémorer les 10 ans des attentats de Nice. Est-ce que vous y êtes favorable ? Pourquoi pas ? Enfin, je comprends qu'il faille commémorer et que ce soit nécessaire et très important de commémorer ces événements. Maintenant, j'imagine que la FIFA, qui est quand même une organisation internationale, va devoir faire beaucoup de minutes de silence si l'ensemble des pays dans lesquels se sont déroulés des événements dramatiques l'interpellent pour lui demander des minutes de silence. Mais si la FIFA accède à cette demande, je trouverais ça très bien. Le vote définitif de la loi fin de vie mercredi à l'Assemblée. Alors il y a quand même des résistances, toujours. Gérard Larcher qui veut saisir le Conseil constitutionnel et François Fillon qui est sorti de son silence pour demander à Emmanuel Macron de reporter l'examen pour que les Français tranchent en 2027. C'est un sujet très important, dit-il. Il faut que ce soit validé par les Français à la présidentielle. C'est un sujet important, c'est sûr. Maintenant, on est à l'aboutissement d'une discussion parlementaire qui a quand même duré plusieurs années, dans lequel il y a eu un débat, dans lequel le texte d'ailleurs a été modifié pour prendre garde aussi et prendre en compte les inquiétudes et les oppositions qui pouvaient s'exprimer. Maintenant, je veux quand même dire aux gens qui nous écoutent une chose quand même très simple qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de poser une obligation, il s'agit d'ouvrir un nouveau droit. C'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un de pouvoir avoir recours à ce nouveau droit. Je comprends tout à fait que pour des raisons spirituelles, religieuses, intimes, personnelles, on n'ait pas envie d'avoir recours à ce nouveau droit. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on ne va pas empêcher quelqu'un d'autre qui ne partage pas les mêmes options spirituelles, religieuses ou intimes que vous d'y avoir recours. Alors que quand on interroge les Français sur cette proposition, il me semble que de manière très majoritaire, les gens considèrent que c'est une évolution nécessaire. Il y a des garde-fous, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des formulations qui ont été très précisément choisies. Il faut que le pronostic vital soit engagé, il faut que la maladie soit à un stade avancé ou terminal. Bon, il y a des médecins qui encadrent. Donc moi je suis favorable, je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre et même si je peux comprendre qu'il y ait des inquiétudes, je pense que maintenant il faut adopter cette loi. Et voilà encore une caricature qui tombe. Manuel Bompard ne veut évidemment pas supprimer le 14 juillet. Il rappelle que cette journée célèbre aussi la prise de la Bastille, la Révolution française et l'abolition des privilèges. Interrogé ensuite sur une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, il répond avec sérieux et sans chercher la polémique. Puis vient la question de la fin de vie. Là encore, Bompard refuse les caricatures. Il ne s'agit pas d'imposer une décision, mais d'ouvrir un droit strictement encadré pour les personnes confrontées à des situations médicales très graves. Dans la dernière partie, les journalistes vont revenir sur la campagne présidentielle. Et Bompard va rappeler que beaucoup de Français, eux, ne peuvent même pas partir en vacances. La campagne, vous en parliez, est-ce qu'il faut la poursuivre cet été ? Gabriel Attal ne va pas arrêter de faire campagne. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit se reposer, prendre des vacances, ou est-ce qu'il sera présent pendant cet été ? Tout le monde a le droit de prendre des vacances. Et puis je pense que les Français aussi ont peut-être envie de prendre quelques vacances. Maintenant, nous, on mènera, comme on les mène d'ailleurs chaque été, ce qu'on appelle des caravanes populaires, notamment pour l'inscription sur les listes électorales. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui partent pas en vacances, qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. C'est aussi l'occasion d'aller à leur rencontre et d'échanger avec eux. Donc nous, on fera campagne cet été. Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il sera le 14 juillet à Paimpont, en Bretagne, pour prendre la parole. Et puis, dès le 15 août, nous, vous savez, on a ce qu'on appelle nos universités de rentrée. D'abord des jeunes, et puis ensuite les universités de rentrée du mouvement Insoumis. Donc, vous savez, l'été va être court. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Juste un mot, Emmanuel Bompard. 14 juillet, match France-Espagne à Dallas. Vous aimez le football, demi-finale de la Coupe du Monde. Un pronostic pour ce match ? Oh là, question dangereuse. C'est difficile de pronostiquer quand on supporte, mais je vais quand même, comme ça, en essayant d'être objectif, allez, je vais dire 2-1 pour la France. Une nouvelle fois,
Manuel Bompard est resté solide du début jusqu'à la fin. Face aux journalistes, il a défendu une fiscalité plus juste, dénoncé les contradictions du Parti socialiste et refusé que la France dépense des milliards dans des aventures militaires décidées par Donald Trump. Même pendant les questions rapides, il est resté cohérent. Le 14 juillet doit continuer de célébrer la Révolution française et l'abolition des privilèges. Sur la fin de vie, chacun doit pouvoir décider librement dans un cadre strictement contrôlé. Et pendant la campagne, la France insoumise continuera d'aller à la rencontre de ceux qui ne peuvent même pas partir en vacances. L'entretien s'est terminé sur une note plus légère avec son pronostic pour France-Espagne. Manuel Bompard annonce une victoire 2-1 pour les Bleus. Et moi aussi j'y crois. La France va battre l'Espagne et atteindre la finale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview. Et surtout, abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour ne rien manquer des prochaines interventions de Manuel Bompard. Votre soutien m'aide vraiment à continuer ce travail. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.